Bonjour, je m'appelle M. El Hadji Yassine. Aujourd'hui, on va voir des activités concernant l'unité ADC, fonctions alimentées, dédiées aux élèves de la première année sciences et technologies électriques. Donc, avant de commencer notre cours, notre séance d'activité, on va faire un petit rappel sur les fonctions alimentées. Donc, alimenter, c'est fournir au système l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Il y a plusieurs types d'énergie. L'énergie électrique, l'énergie pneumatique, l'énergie hydraulique, l'énergie mécanique, mais la plupart des systèmes automatisés fonctionnent avec de l'énergie électrique. L'énergie électrique se distingue des autres formes d'énergie par la facilité de la transporter, de modifier ses caractéristiques, tension, courant, fréquence, pour l'adapter aux nécessités du transport et de l'emploi. Un majeur avantage de l'énergie électrique, mais elle présente des inconvénients tels que l'impossibilité de la stocker en grande quantité, je ne parle pas des batteries, d'où la nécessité d'ajuster constamment la production à la consommation. Voici un exemple de réseau électrique. Vous voyez ici une centrale marémotrice ou marémoteur, une centrale éolienne, une centrale thermique, une centrale nucléaire. Donc la production d'énergie par ces différentes centrales sont acheminées vers les lieux d'utilisation. Donc le transport se fait avec la haute tension, la très haute tension, 225 kV ou 400 kV. Quelques types de centrales. On va voir le principe de fonctionnement de ces centrales. Donc on va commencer par la centrale hydraulique. Donc ici on a un barrage qui retient de l'eau, de la rivière par exemple. Cette eau elle est dirigée vers la turbine par une conduite forcée. Donc la chute d'eau, l'énergie cinétique, elle permet de faire tourner la turbine qui entraîne un alternateur. L'alternateur, il produit de l'énergie électrique. Donc cette énergie, bien sûr, elle est élevée par un transformateur élévateur pour être acheminée vers l'utilisation. On distingue deux types de centrales hydrauliques suivant la hauteur de la chute. Si la hauteur est inférieure à 30 mètres, donc c'est une centrale à basse chute au fil de l'eau. Si elle est entre 30 et 200 mètres, c'est une centrale à moyenne chute. Et si elle est supérieure à 200 mètres, donc c'est une centrale à haute chute. Centrale thermique. Donc ici, la chaleur elle est obtenue par la combustion d'un combustible tel que le charbon, le gaz, le fioul, etc. Donc cette chaleur, elle permet de chauffer de l'eau dans une chaudière. D'accord ? Cette eau elle est transformée en vapeur sous pression. Cette vapeur va entraîner une turbine à vapeur qui va entraîner à son tour un alternateur qui va produire de l'énergie électrique. De la même manière, elle va traverser un transformateur pour être élevé à la très haute tension pour être acheminée vers l'utilisation. Cette vapeur, elle va passer par un condenseur où circule de l'eau froide. Donc la vapeur se transforme en eau et elle est pompée vers la chaudière et le cycle recommence. Centrale nucléaire. Donc ici, la production de chaleur se fait par la réaction nucléaire. En effet, la fission d'un noyau d'atome, par exemple, d'uranium par exemple, donc il permet de dégager une grande quantité de chaleur et aussi des rayons radioactifs qui sont néfastes pour l'être humain. Donc cette grande quantité de chaleur, elle est utilisée pour faire chauffer un fluide caloporteur. Elle est gardée sous pression pour garder sa fluidité. Donc ce fluide-là, elle va faire chauffer de l'eau dans un générateur de vapeur. L'eau, elle va se transformer en vapeur. Et de la même manière, il va entraîner une turbine à vapeur qui va entraîner un alternateur pour produire l'énergie électrique. Et la vapeur, elle est ensuite dirigée vers un condenseur. Ce condenseur, il est traversé par de l'eau froide. Et elle est transformée en eau. Et elle est pompée vers le générateur à vapeur. Les centrales éoliennes, ici, on capte l'énergie de vent par les hélices ou les pales. La vitesse, elle est faible, il n'est pas assez suffisante pour entraîner l'alternateur. Donc on utilise ici un multiplicateur de vitesse pour augmenter la vitesse à une vitesse d'environ 1500 tours par minute. Cette vitesse, il entraîne l'alternateur et vous connaissez la chanson, l'alternateur produit de l'énergie
électrique. Centrale solaire. Donc il y a deux types de centrales solaires. Les centrales photovoltaïques, elles constituent par des cellules, des photopiles qui sont constituées par des semi-conducteurs aux solutions. Elles captent les rayons solaires et transforment ces rayons en énergie électrique. Il y a aussi les solaires thermiques ou thermosolaires. Ici, on ne transforme pas directement les rayons solaires en énergie électrique, mais on transforme les rayons solaires en chaleur. Voilà, en effet, le rayon est réfléchi par des miroirs paraboliques qui permettent d'obtenir une chaleur de température qui peut atteindre 450 degrés Celsius. Donc cette température, elle permet de chauffer un fluide caloporteur qui va ensuite chauffer de l'eau et qui va se transformer en vapeur. Et la suite, vous la connaissez, elle va faire tourner une turbine à vapeur qui va entraîner un alternateur pour produire l'énergie électrique. Voilà, maintenant on va commencer notre première tâche. Distinguer les sources d'énergie renouvelables des sources d'énergie non renouvelables. Les sources d'énergie renouvelables sont des sources d'énergie qui sont inépuisables à l'échelle de vie humaine. Donc, dans la première colonne, on a les types de sources d'énergie. La deuxième colonne, on va indiquer si cette énergie est renouvelable, oui ou non. La troisième colonne, le nom de la centrale. Et la quatrième colonne, le nom du G, c'est-à-dire le G qui va faire tourner le turbo-alternateur, soit l'eau, soit l'air, soit la vapeur. Donc, on a la deuxième ligne, la source d'énergie, le charbon, le gaz, le fioul. Bien sûr que ce sont des énergies non renouvelables. Le nom de la centrale, on vient de le voir tout à l'heure, c'est une centrale thermique. Donc, il utilise comme G la vapeur. Le vent, c'est une énergie inépuisable, donc c'est une énergie renouvelable. Le nom de la centrale, c'est une centrale éolienne. Et le nom de G, c'est l'air. Les rayons solaires, bien sûr, sont des énergies renouvelables. Ici, on a spécifié le type de centrale solaire, c'est le solaire thermique. Donc, bien sûr, il va utiliser comme G la vapeur. L'eau du barrage, c'est une énergie renouvelable, inépuisable. Le nom de la centrale, ce sont les centrales hydrauliques. Et le nom de G, bien sûr, c'est l'eau, la chute d'eau. L'uranium, le plutonium, sont des énergies qui sont épuisables, donc ils ne sont pas renouvelables. Les centrales qui utilisent ce type d'énergie sont les centrales nucléaires. Donc le nom de G, bien sûr, c'est la vapeur. Les marées de la mer, bien sûr, c'est une énergie qui est renouvelable. D'accord ? Le nom de la centrale, ce sont les centrales marémotrices. En fait, ces centrales, c'est comme l'éolien mais sur la mer. Donc, ils utilisent bien sûr le nom de G, c'est l'eau. Les magmas, lorsqu'on creuse au niveau de la Terre, au centre de la Terre, il y a une chaleur énorme. Donc, on utilise cette chaleur pour produire de l'énergie électrique. Donc, c'est une énergie qui est renouvelable. Le nom de centrale, c'est une centrale géothermique. Et bien sûr, on utilise la vapeur pour faire tourner le turbo-alternateur. Les matières organiques, on parle ici de matières organiques animales ou végétales, telles que par exemple les résidus plantes ou de végétation. Donc c'est une énergie renouvelable, oui, dans la mesure où on replante ce qu'on a utilisé. Donc le nom de la centrale, c'est une centrale biomasse. C'est une centrale biomasse. Et le nom de G, bien sûr, c'est la vapeur. Remarquez ici qu'il y a des centrales biomasse qui utilisent une nouvelle technique qui s'appelle la gazification. C'est une technique qui permet de donner un rendement meilleur avec la même matière, même quantité de matière organique. Tâche 2, étude d'une centrale hydraulique. Donc, un alternateur d'une centrale hydraulique fournit au réseau électrique une puissance PE égale à 100 000 kW. Cet alternateur présente un rendement de 95%. Le rendement de la turbine est 88%. La puissance P mise en jeu par une chute d'eau de masse volumique ρ et de débit Q et de hauteur H égale à P égale à ρ, G, H fois Q. On donne G égale à 10 mètres cubes par seconde. Voici la centrale hydraulique. Donc, complétez le schéma bloc ci-dessous, représentant le bilan de puissance de la centrale en indiquant la nature des puissances échangées. Donc, la chute d'eau, elle permet d'avoir une énergie cinétique. C'est une énergie cinétique.
Et puis, cette énergie va entraîner la turbine. Donc, la turbine produit de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique, à son tour, elle va entraîner un alternateur. Donc, l'alternateur, il va produire de l'énergie électrique, tout simplement. Voilà. Donc, deuxièmement, calculer le rendement total de la centrale hydraulique. Donc, ici, vous voyez que les deux rendements sont linéaires, donc sont en série. Donc, tout simplement, le rendement total, c'est le produit des deux rendements. Le rendement total égale à le rendement de la turbine fois le rendement de l'alternateur. Donc, on trouve 0,836. Troisièmement, calculer la puissance absorbée par la turbine. Donc, le rendement égal à la puissance à la sortie de l'alternateur sur la puissance à l'entrée de la turbine. Donc, on peut tirer facilement la puissance à l'entrée de la turbine qui est égale tout simplement à la puissance électrique sur le rendement. Donc, on trouve finalement, après tout calcul fait, 1315,79 kW. On déduit la puissance perdue par la centrale. Donc, tout simplement, la puissance perdue, c'est la puissance à l'entrée moins la puissance à la sortie. Donc, on trouve 215,79 kW. Calculer la hauteur H de la chute d'eau, sachant que son débit est de Q égale à 0,3 m3 par seconde. Donc, on vous a donné la formule P égale à ρ GH fois Q, qui est ici le débit. Donc, on peut en tirer facilement la hauteur, qui est égale à P sur ρ G fois le débit. Donc, on trouve finalement 438,6 mètres. On déduit les types de la centrale hydraulique, basse, moyenne, haute chute. Donc, vous voyez que pour une centrale à basse chute, donc la hauteur elle est inférieure à 30 mètres. Entre 30 et 200 mètres, on a une centrale à moyenne chute. Et au-delà de 200 mètres, donc la centrale elle est à haute chute. Ici, on a la hauteur 438,6, donc tout simplement, c'est une centrale à haute chute. Donc, la retenue d'eau présente une réserve d'eau telle que l'on puisse turbiner sans arrêt avec un débit de 0,3 m3 par seconde pendant un intervalle de temps de durée T1. Ici, vous avez la réserve, d'accord? Donc, elle présente un volume de 6300 m3. L'entrée, ici, par un débit de 0,125 m3 par seconde et la sortie par un débit de 0,3 m3 par seconde. Donc, le débit est entrant ou sortant. Vous remarquez que le débit à l'entrée il est inférieur au débit à la sortie. Donc, le débit il est sortant. D'accord? Tout simplement, la valeur de ce débit est égale à Q moins Q' qui est égal à 0,175 m3 par seconde. Calculer la durée T1 pendant laquelle on peut turbiner sans arrêt avec un débit de 0,3 m3 par seconde. Donc, ici, on a vu que le débit il est sortant, il est égal à 0,175 m3 par seconde. Donc, tout simplement, il faut appliquer la relation, le débit égal au volume sur le temps. D'accord? On pourra en tirer tout simplement d'après la formule, l'unité de la formule. Donc, T1 égale à V sur Q', ce qui donne 36 000 secondes. Pour le convertir en heure, ici, vous le divisez par 3600. Donc, on trouve 10 heures. Donc, on peut turbiner sans arrêt dans ces conditions pendant 10 heures. Et après, la réserve de l'eau est vide. Elle est vide. Si la turbine ne fonctionne pas, calculez le temps T2 nécessaire pour que la rivière remplisse le réserve d'eau de la retenue. Donc, ici, la turbine ne fonctionne pas. Donc, le débit est égal à 0. Donc, on a uniquement le débit à l'entrée. Donc, pour remplir la réserve d'eau, on va appliquer la même formule. Donc, T2 égale à V sur Q', ce qui donne un temps de 14 heures. Donc, pour remplir un réservoir, il nous faut 14 heures. Cette centrale peut-elle être utilisée comme outil permanent pour réduction d'énergie électrique ou comme outil temporaire permettant de répondre à la demande des heures de pointe justifiées? Donc, vous voyez ici que cette centrale ne peut fonctionner que pendant 10 heures de fonctionnement, donc on ne peut pas l'utiliser comme outil permanent, mais comme outil temporaire
donc, car il ne fonctionne que pendant 10 heures. Donc, il est utilisé comme outil temporaire permettant de répondre à la demande des heures de pointe, car il peut turbiner sans arrêt uniquement pendant 10 heures. Tâche 3, étude d'une petite centrale électrique. On a construit une petite centrale électrique en bord de mer, figure ci-dessous. L'air à l'intérieur de la conduite se déplace sous l'effet du changement du niveau de l'eau en faisant tourner la turbine dans la centrale. Quand on le monte, l'air va vers le personnage. Quand on le descend, elle va dans l'autre sens. Ici, remarquez que le niveau des vagues elle change. Donc, quand on le monte, l'eau est poussée vers la personne. Et quand l'eau descend, l'air est aspergé donc de personne vers la turbine. D'accord? Donc, le sens de l'air, il change suivant si l'eau monte ou descend. La turbine tourne-t-elle toujours dans le même sens? Non, on vient de l'expliquer tout à l'heure, parce que le sens du vent, de l'air change suivant le niveau des vagues. Donc, non. Car l'eau monte, quand l'eau monte, l'air va vers le personnage, et quand le descend, l'air va dans l'autre sens. À quelle sorte de centrale cette centrale ressemble-t-elle le plus? Remarquez ici que la turbine, donc, elle capte l'énergie de l'air. D'accord? Donc, cette centrale, elle ressemble à une centrale éolienne. Toute l'énergie mécanique de l'air est-elle convertie en énergie électrique? Pourquoi? Bien sûr que non, parce qu'il y a des pertes au niveau de la turbine et il y a aussi des pertes au niveau de l'alternateur. Donc, on n'aura pas la même énergie. Donc, non, parce qu'il y a des pertes. Quelle est la source d'énergie? Est-elle renouvelable? Pourquoi? Donc, la source d'énergie ici, c'est la marée, c'est le niveau de l'eau. Donc, bien sûr qu'elle est renouvelable, d'accord? Parce qu'elle est inépuisable. Donc, la source d'énergie, l'eau, bien sûr, c'est la marée. Elle est renouvelable car elle se renouvelle naturellement à l'échelle d'une vie humaine. Elle est inépuisable. Complétez le schéma synoptique de la centrale. Donc, ici, à l'entrée, on a le niveau de la vague. Donc, à l'intérieur de la conduite, donc, il y a la production d'énergie de vent. D'accord? On a énergie de vent. Cette énergie, elle va faire tourner une turbine. D'accord? Donc, à la sortie d'une turbine, on a une énergie mécanique. D'accord? Cette énergie mécanique, elle va entraîner l'alternateur. Et l'alternateur va produire de l'énergie électrique. Tâche 4, panneaux solaires. On se propose de calculer le nombre de panneaux solaires qu'il faut installer pour faire fonctionner une station d'irrigation, sachant que la station est constituée par une pompe plus moteur, dont la puissance est de 3 kW et de rendement 80%. La tension d'alimentation nominale est de 100 volts. C'est la tension à fournir au groupe pompe moteur. Ici, on a les rayons solaires. Ils sont captés par les panneaux solaires. Ici, ces rayons sont transformés en énergie électrique. On charge des batteries ici. Puis, cette tension va alimenter un moteur qui va entraîner une pompe qui va faire monter l'eau vers un réservoir. Ici, c'est la hauteur H. La chaîne de production d'énergie simplifiée est représentée ci-dessous, indiquée sur les 3 flèches en pointillé, la forme que prend l'énergie. Ici, le soleil, donc c'est une énergie thermique, bien sûr. Donc, cette énergie va être captée par les panneaux solaires, elle va être transformée en énergie électrique. Donc, elle va charger des batteries. On va charger des batteries. La batterie, elle va donner de l'énergie, bien sûr, c'est l'énergie électrique. Et aussi, avec cette énergie, on va alimenter un moteur électrique qui va produire de l'énergie mécanique, tout simplement. On donne volume de réservoir VR égale à 40 mètres cubes, masse volumique de l'eau 1000 kg par mètre cube, G égale à 10 newtons par kilogramme, l'énergie utile à fournir en joule égale à M fois G fois H, avec M exprimé en kilogrammes, H c'est la hauteur de pompage.
Déterminer la masse totale d'eau à remonter vers le réservoir. Ici, on a la formule de la masse volumique et qui est égale à la masse sur le volume. Donc, on peut en tirer tout simplement la masse qui est égale à la masse volumique fois le volume qui est égal à 1000 fois 40 qui est égal à 40 000 kg. Donc, à peu près égal aussi à 40 tonnes. Sachant que la durée de fonctionnement de la pompe est de 8 heures par jour, ce qui correspond à la durée d'ensoleillement, calculez l'énergie oméga U, c'est l'énergie utile. Rappelez-vous qu'on a donné la puissance utile du moteur qui était égale à 3 kW, d'accord? Donc l'énergie tout simplement c'est la puissance fois le temps. Donc P fois T donc égale à 3000 fois 8 qui est égal à 24 000 Wh. Si on le traduit en joules, pardon. Donc on va le multiplier 3600 pour le donner en joules. Ici on déduire la hauteur de pompage H. Donc la hauteur égale à l'énergie égale à M fois G fois H. Donc on peut en tirer tout simplement la hauteur qui est égale à 216 mètres. Calculer la puissance absorbée par le moteur PA. Donc la puissance absorbée, donc on a le rendement, d'accord, qui est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc on peut en tirer la puissance absorbée qui est égale à la puissance utile sur le rendement. 3000 sur 0,8, c'est donc 3750 watts. Un panneau solaire délivre une puissance de 50 watts avec une puissance de 20 volts. Calculez le nombre de panneaux N qu'il fallait placer pour faire fonctionner ce système dans ces conditions. Donc ici, vous voyez qu'on a besoin d'une puissance de 3750, il est calculé ici, et on a chaque panneau, il permet de délivrer une puissance de 50 watts. Donc tout simplement, il faut diviser 3750 sur 50, ce qui donne 75 panneaux. Donc on aura besoin de 75 panneaux. Donnez le schéma de branchement de ces panneaux. Donc pour tracer le schéma, donc il faut calculer le nombre de panneaux en série. D'accord? Ici, vous rappelez-vous que la tension d'alimentation du moteur est égale à 100 volts. Ici, on a chaque panneau, il délivre 20 volts. Donc on aura besoin de 100 sur 20, donc de 5 panneaux en série. Donc L égale à 100 sur 20, donc égale à 5. Nombre de rangées, donc il suffit de diviser 75 sur 5. Donc ce qui donne 15 rangées. Donc le schéma final, voilà ici, donc vous avez ici 5 panneaux en série et sont groupés en 15 rangées. Donc vous voyez la tension U d'alimentation. Tâche 5, transport d'énergie électrique. Donc le raccordement électrique d'une utilisation à une centrale électrique est modélisé par le schéma ci-dessous. On suppose le cas du transport d'énergie en continu. C'est le cas, par exemple, d'échange d'énergie entre la France et la Grande-Bretagne ou dans les îles japonaises. D'accord? Donc ici, on a la centrale, la ligne transport et l'utilisation. La tension au départ UD et la tension à l'arrivée UA. R matérialise la résistance du câble. UD égale à 20 kV, tension de départ. PE, la tension électrique du central égale à 1 MW, puissance électrique de la centrale. R, c'est la résistance des fils de ligne. Et L, c'est la longueur du câble égale à 50 km. Rho, la résistivité du conducteur en alliage aluminium AC. Et S, c'est la section du fil qui est égale à 40 mm². Calculer le courant I débité par la centrale. Bien sûr, il suffit d'appliquer la relation P égale à I fois I. Donc, finalement, on trouve I égale à PE sur ID qui est égal à 50 ampères. On déduit la densité du courant en ampères par millimètre carré. Donc, vous voyez l'unité, donc tout simplement, c'est le courant sur la section. Hein. Donc, D égale à I sur S, donc égale à 50, c'est 40. On trouve 1,25 ampères par millimètre carré. Calculez la résistance R d'un fil de ligne. Donc, vous rappelez-vous que la résistance d'un fil ligneux, R égale à ρ, L sur S. D'accord? Ρ, c'est la résistivité, L, c'est la longueur des câbles, S, c'est la section des câbles. Donc, on trouve une résistance de 37,5 milliohms. Calculez la puissance dissipée PR dans les fils de ligne. Remarquez qu'on a deux lignes. Donc, la puissance dissipée égale à 2 RI carré. Donc, 2 fois RI carré, ce qui donne 187,5 watts.
Cinquièmement, calculer la puissance d'utilisation PU. Donc la puissance d'utilisation, tout simplement, c'est la puissance au départ moins les pertes. D'accord? Donc la puissance d'utilisation, c'est la puissance PE moins PR, ce qui donne 999,8 kW. On déduit le rendement N du système. Le rendement, tout simplement, c'est la puissance à l'arrivée sur la puissance au départ. Donc c'est PU sur PE, ce qui donne 0,99. Donc 0,99 parce que les pertes elles sont faibles. Calculer la chute de tension ΔU dans les fils de ligne. Donc chaque ligne elle a une résistance R, donc la chute de tension est égale à 2 fois R par I. Donc ce qui donne une tension de 3,75 volts. Donc finalement, on déduit la tension à l'arrivée, UA. La tension à l'arrivée tout simplement, c'est la tension au départ moins la chute de tension. D'accord? Donc ce qui donne une tension de 19,99 kV. On peut calculer aussi la tension UA en utilisant la puissance à l'arrivée qui est égale à UA fois I. Merci de votre attention.